Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue et vive la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, La Culture est dans la rue. Ce soir, on parle de la semaine anticoloniale 2015, une opération salutaire organisée par l'association Sortir du colonialisme avec des débats, des rencontres, des projections sur ce thème et donc l'anticolonialisme. Pour en parler avec nous, on a le plaisir de recevoir Gisèle Fell-Handler. Est-ce que je l'ai bien dit? Très bien. Je me suis beaucoup entraîné. Je l'entends, je l'entends. Porte-parole de Sortir du colonialisme, qui vient nous parler donc de cette semaine, c'est jusqu'au 2 mars. Vous n'êtes pas venue toute seule, puisque vous êtes accompagnée d'une autre femme, Amandine Gay, qu'on connaît bien ici, puisqu'on vous a déjà reçu dans le cadre de l'entretien du jour, pour présenter ce film qui s'intitule Ouvrir la voie, Speak Up, Make Your Way. Est-ce que c'est bon tout ça? C'est tout bon. C'est exactement ça le titre. Un film sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Ce sera le 23 février, donc un lundi soir. C'est à quelle heure? 19h. 19h. Deux femmes et un homme. Niels Anderson, merci à vous d'être avec nous. Initiateur du Colonial Tour, c'est bien ça? C'est exact. Et donc oui. qui met l'accent sur les lieux dans Paris où se sont déroulés des crimes coloniaux. C'est l'opération qui a ouvert les festivités donc, qui ont commencé, c'était le 4 ou 5 février. C'était le 4 février. Mais on parlera quand même de la philosophie de cette opération. Merci à vous d'être là et merci à Djouman, l'Ivoirien, qui m'a obligé à dire vive la Côte d'Ivoire pour commencer cette émission puisque son équipe, son pays est champion d'Afrique. On les salue bien, les Ivoiriens. Gisèle Fell-Handler, donc vous êtes à la coordination, à la communication de cette association. Sortir du colonialisme, ça a été fondé sur un coup de colère. Oui, en fait, nous fêtons nos 10 ans cette année. L'association est née en réaction à la fameuse loi du 23 février 2005, d'où le fait que nos événements aient lieu en février. Donc cette loi qui prétendait que la colonisation avait eu des aspects positifs. Par aspect positif, j'imagine que les législateurs, avec plein de gros guillemets, entendaient les ponts, les hôpitaux, les voies ferrées, tout ça. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui servait à piller les matières premières à l'intérieur des pays colonisés pour les exporter vers la métropole. Donc nous, on s'est dit que non, aucun aspect positif à la colonisation. Et on s'est organisé de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à se fédérer en collectif, en réseau associatif, qui regroupe une cinquantaine d'organisations françaises et internationales, de la solidarité internationale. Et on milite effectivement sur l'actualité, la mémoire et le combat anticolonial qu'on articule, je parle beaucoup, pardon, qu'on articule aussi avec le combat antiraciste, parce que nous cherchons à expliquer que le racisme, en fait... Découle. Non, au contraire, entraîne. C'est la matrice idéologique du colonialisme, car il a fallu théoriser sur une supériorité de certaines races par rapport à d'autres pour légitimer la violence de la conquête coloniale. Donc antiraciste et anticolonial, c'est vraiment un combat qui est totalement impliqué. Alors Niels Anderson, vous opinez du chef. Vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, bien sûr, c'est la logique historique, c'est l'idéologie même du racisme qui a autorisé le colonialisme et ses crimes et toute cette logique coloniale qui était fondée sur la supériorité naturelle du blanc par rapport aux sauvages d'abord, puis aux noirs, puis à l'Indien, aux rouges, enfin tous les autres. C'est la matrice même du colonialisme. Et ça rejoint des thèmes, Amandine Gay, qui vous est cher, c'est ce que vous appelez la blanchité, la suprématie blanche. Oui, et puis aussi le continuum colonial. Moi, dans mon travail, j'en parle beaucoup, c'est-à-dire que, par exemple, sur certains clichés qui sont propres aux femmes noires, mettons, moi, ce que j'appelle la négrophilie sexuelle, c'est-à-dire un certain type de fétichisation, ça, c'est directement hérité de l'ère coloniale. Il y a Jennifer Yee, qui est une chercheuse, qui a écrit un livre qui s'appelle « Cliché de la femme exotique », et dedans, elle explique que les femmes indigènes étaient présentées comme des métaphores dans la littérature du XVIIIe siècle, comme des métaphores de la terre à conquérir, lointaine, chaude, exotique. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on retrouve quand on est une femme noire en France, c'est qu'on va nous dire j'ai jamais essayé, les femmes noires. Et ça, pour moi, c'est vraiment le continuum colonial. Est-ce que c'est pas la même chose pour un noir qui arrive dans un pays où il y a que des femmes blanches qui dit oh j'ai jamais essayé, tiens. Parce qu'il n'y a pas le même rapport de force. Et il n'y a pas la même histoire.
C'est surtout que ça porte pas la même histoire. C'est-à-dire que, en fait, ici, il y a certaines choses, en plus toute l'imagerie de la panthère, des animaux de la jungle, de la savane, quand on pense aussi qu'il y a eu les zoos humains, par exemple. Le fait aussi que on nous touche beaucoup. Les femmes noires, on nous touche les cheveux, ou on veut nous toucher la peau. Et en fait, le toucher... Ça salit pas. C'est ça. Et puis, ça relève de l'intime, en fait. Mettre sa main dans les cheveux de quelqu'un, c'est quelque chose de très intrusif. Et en fait, on ne le fait pas aux blancs. On ne le fait même pas aux hommes noirs. On le fait aux femmes noires. Parce que les hommes noirs font peur. Et pas les femmes noires. Alors, sortir du colonialisme, ce titre, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui du colonialisme? D'après vous oui, sortir du colonialisme, en fait, oui, ça veut dire que c'est un projet, c'est une démarche. Et que, mais si on parle de la France, par exemple? La France, oui, la France, pays des droits de l'homme, tout ça, oui, bien sûr. Oui, la France, Amandine parlait de continuum colonial. Effectivement, on remarque qu'il y a une pérennité dans les pratiques et dans l'idéologie coloniale, puisque ce qui s'appelait avant, effectivement, la colonisation, maintenant, ça prend des noms un petit peu plus policés, tels que francophonie, coopération, et que le gros terme de France-Afrique, c'est en fait, oui, c'est surtout pour parler des relations entre la France et l'Afrique, mais en fait, c'est un système politique, mafieux, économique, administratif, financier, qui permet effectivement à l'ex-puissance coloniale de garder la mainmise sur les régimes politiques, les matières premières et la façon de se comporter dans les anciennes colonies. Niels Anderson, le colonialisme aujourd'hui, où va-t-il se nicher dans cette société française où normalement tous les gens, tous les peuples vivent, sont enfin égaux et libres en droit? En fait, il se niche partout parce que là, il y a le problème. Il y a eu, les travaux de Fanon sont très importants pour finalement montrer l'aliénation du colonisé par rapport au colonisateur. Et ça a quand même changé beaucoup de choses dans la tête des colonisés, dans le processus d'émancipation. Mais l'œuvre inverse, c'est-à-dire l'œuvre de désaliénation du colonisateur par rapport au colonisé, n'existe pas encore. C'est-à-dire que la question, c'est pour ça en ceci que le racisme colonialiste est encore partout, parce qu'il n'y a pas de processus de désaliénation du colonisé. Du colonisateur, je veux dire, du colonisateur dans la situation actuelle. C'est pour ça que les idées du racisme et que même la colonisation, c'est une chose qui est jugée comme ça. Oui, on peut faire une loi en disant qu'il y a des bienfaits, parce que finalement, on n'a pas compris ce qu'était le colonialisme. D'ailleurs, si je peux me permettre, oui, 2 Français sur 3 étaient favorables à l'adoption de cette loi à l'époque. Oui, ça veut dire que dans les mentalités... L'imaginaire est à décoloniser. Donc voilà, c'est la question que j'allais vous poser. La décolonisation doit se faire aussi dans certains manuels, parce que ce dont on parle, c'est pas seulement une façon de penser, mais la question de la traite, la question de l'esclavage, toutes ces questions-là, on a l'impression, ou est-ce que c'est un fait, que ce n'est pas assez enseigné dans les écoles et ce n'est pas assez, on n'en parle pas assez dans les manuels scolaires. Par exemple, une des grandes défaites de Napoléon, c'est quand même la défaite en Haïti, et c'est une des rares défaites qu'on n'évoque pas à l'école française. 1804. Voilà. Et donc ça aussi, ne serait-ce que la révolution haïtienne, par exemple, c'est un des grands sujets qui passe à la trappe quasi systématiquement du manuel scolaire, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que finalement c'est pas très intéressant. Et en fait, c'est dommage, parce que ça fait partie de ces nombreuses mémoires coloniales, parce qu'il y a aussi cette idée en France que la décolonisation, par exemple, s'est faite toute seule. On parle très peu des guerres de pacification en Afrique noire. On parle de la guerre d'Algérie, mais on parle peu du Cameroun. Le Cameroun, il y a eu une guerre. Il y a eu des guerres très violentes, et donc on enlève le côté actif, on enlève le côté des acteurs de la décolonisation, qui étaient les Africains, qui ont été... Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit être retravaillé, c'est-à-dire que la décolonisation, c'est pas à un moment donné, la France est gentille. Montrer les résistants. Voilà, et ça, c'est important. Exactement. Et c'est très intéressant qu'on parle effectivement de l'Algérie et du Cameroun, qui est un exemple frappant, mais la répression au Niger a été encore pire qu'au Cameroun. Et ça, c'est une chose qui reste ignorée. Avant le fameux vote du oui ou non à De Gaulle, la majorité du Parlement nigérien sous la colonisation était indépendantiste. Il ne reste rien au Niger de ça. Ils ont été massacrés. Et ça, c'est comme au Cameroun. Mais ça reste encore plus inconnu que la répression au Cameroun. C'est pour ça que quand on parle, vous parliez tout à l'heure de la mémoire, effectivement, la mémoire, et Niels le dit volontiers, la mémoire, c'est pas un devoir selon une idéologie un peu repentante, c'est un travail qui doit se faire. Et effectivement, l'éducation nationale a vraiment sa part de responsabilité dans les stéréotypes qu'elle continue à véhiculer, dans le travail qu'elle ne fait pas, parce que demander aux gens de tourner la page, c'est bien gentil, mais il faudrait d'abord lire le livre. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous fait une belle transition. Vous parlez notamment du Colonial Tour. On a quelques images que Juma, notre réalisateur, va mettre à l'antenne pendant qu'on parle de ça. Vous êtes à l'origine, Niels Anderson, de ce Colonial Tour. Il y a eu une première édition, c'était en 2000.
2000. Il y a eu deux éditions précédentes. Donc la première édition, c'était l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et elle était sur les lieux marqués par l'histoire coloniale à Paris, comme par exemple l'hôtel de la Marine. Oui, la Caisse des dépôts et consignations, qui encaisse la rançon que Haïti continue à payer. Après continue à payer. C'est d'ailleurs ce qui est une des causes de la dette haïtienne. Et la deuxième édition portait sur les entreprises qui ont continué à proliférer à partir de la traite transatlantique et de l'esclavage, et qui perdure aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec les réseaux france-africains. La troisième édition, alors, donc, nous avons choisi un autre c'est effectivement celle qui pose le problème de Paris, capitale du crime politique impuni, enfin... des crimes coloniaux, capitale des crimes coloniaux. C'est ça le crimes coloniaux, mais le problème, c'est pas seulement, on a été sur les lieux de différents assassinats qui ont été commis, Mehdi Ben Barka est le plus connu, bien sûr, mais il y a Alam Shari, qui était le représentant de l'OLP, Mohamed Boudia, du 6 septembre, qui était le représentant de l'ANC, Curiel, qui était internationaliste, les militants kurdes ou des militants tamouls. Il y en a une quarantaine, vous dites. Plus de 20 à Paris et une quarantaine en France. Donc vous êtes allé sur les lieux. On est allé sur 8 lieux pendant ce Colonial Tour. À quoi ça peut servir? L'objectif, c'est justement de dénoncer l'impunité de ces crimes. Parce que aucun d'entre eux n'a jamais été. Il y a des non-lieux, il y a des classements d'affaires, mais il n'y a jamais eu un procès, jamais un des assassins n'a été conduit devant un tribunal, ni jugé, ni condamné. Donc c'est une impunité qui dure depuis 60 ans, c'est sur un long laps de temps, et quand même dans de nombreux cas, puisqu'on arrive à plus de 40. Donc ça se fait dans un bus, où vous accompagnez les journalistes, voilà, et on a montré les lieux où habitaient, les lieux où ont été commis les différents assassinats. Là je crois que c'est le petit-fils de Ben Barka qui est de... Et le petit-fils de Ben Barka était là, la femme de Alam Shari était là, les représentants du 6 septembre, la fille du représentant tamoul était là, il y avait donc et les avocats, des avocats qui défendent. Donc c'est l'histoire vivante qui était présente pour rappeler les différents crimes et l'impunité. C'est ça le grand problème. Et c'est là où il y a l'importance, où on va poser le problème de l'imprescriptibilité. Justement, vous voulez poser la question à Christiane Taubira. À Christiane Taubira. Oui. L'objectif, la lettre a été envoyée du reste à Christiane Taubira pour demander un entretien, avec son ministère, pour poser le problème de l'imprescriptibilité de ces crimes, des crimes politiques, dans la mesure, et là on est très précis, dans la mesure où les commanditaires sont connus. Les commanditaires sont des États étrangers, qui peuvent être la Turquie pour les Kurdes, qui peuvent être les Tamouls, qui peuvent être Israël pour Boudia ou Curiel, qui peuvent être l'Afrique du Sud pour du 6 septembre, ou aussi Israël pour l'OLP. Mais la France également. La France également. Il faut aller au bout des enquêtes, vous dites. Voilà. Et la France également a des cas où elle est impliquée, soit disons indirectement, soit dans le cas de Ould Aoudia, qui est un avocat algérien, très directement. Ce sont les services français qui ont tué l'avocat Ould Aoudia. Donc il y a des responsabilités. Et quand on connaît le commanditaire, nous, on demande, et les avocats demandent, et nous demandons l'imprescriptibilité de ces crimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, mais qu'on ne puisse pas classer les affaires ou prononcer des non-lieux. C'est-à-dire que les faits restent posés pour la justice. Voilà, donc Aboukane Ould Aoudia, qui était donc avocat du collectif de défense des militants du FLN, est assassiné en 1959, abattu d'une balle en plein cœur, donc en sortant de son cabinet, que les tueurs, donc vous dites, sans que les tueurs soient interpellés. Donc voilà, donc ça c'est des choses concrètes. Alors Gisèle Fanlaner, parlez-nous un petit peu de, on va dire, des grands moments de cette semaine, à partir notamment du 16 février. Il y a plein de choses, des débats. Cette semaine est un grand moment. Voilà, ça y est, j'ai fini. Voilà. Donc alors, le 16 par exemple à 19h, il y a un débat sur les résistances indigènes à la répression politique dans les Amériques. On parle effectivement de ce qui s'est passé au Mexique, l'assassinat des étudiants, la disparition des étudiants mexicains. On va parler aussi de la lutte du peuple mapuche. Ou le conflit israélo-palestinien. Alors la Palestine, elle est vraiment au cœur de notre engagement anticolonial, et on présente de très nombreux événements liés à la solidarité avec le peuple palestinien tout au long de la semaine. 18 février, espace gendarme, dans le 2e, ça c'est au métro Sentier. Oui, c'est organisé par le magazine Politis avec Denis Siffer, justement pour montrer... Et Michel Sibony de l'Union juive française pour la paix. Très important qu'elle soit là, effectivement, pour montrer comment ce conflit est perçu en France, comment ce qu'on appelle l'importation du conflit, à quoi elle sert, comment elle dégénère, et à quoi sert la guerre des communautés qui est mise en place en haut lieu, peut-on dire. Il y aura du cinéma aussi avec Fight. Héritage Fight, oui, c'est un film qu'on a découvert et qui parle en fait, puisque la colonisation est
protéiforme, multiforme. Et là, ça se passe en Australie et c'est en fait une lutte contre le colonialisme environnemental qui est menée par des aborigènes en Australie. Qui se battent, donc ces aborigènes, contre l'installation d'une infrastructure qui nuirait à leur écosystème. Et qui prenaient leurs terres et tout ça, voilà. Donc c'est un combat. L'accaparement des terres, c'est aussi un des outils de la colonisation. Donc Eugénie Dumont, la réalisatrice, on regarde tout de suite la bonne annonce de ce film. Why there cannot be culture without country, they're symbiotic. They need this. You need the country, you know what I mean? You need the culture. You need the country to be able to protect and grow your culture, to keep it alive, keep it strong. It's 3 years next Saturday that Premier Barnett announced that North Head would be the location for the gas processing precinct in the Kimberley. I am tired, I am exhausted, I am poor because I fight this and I've had enough. I've had enough of my love being wasted, my energy being wasted, my time being wasted. I've had enough. This is our heritage and you, son, need to get a soul. We're fighting for our country today. We're here today fighting for our country. Leave our country alone. It's a live country. Voilà, donc Héritage Fight, c'est ce jeudi 19 février à l'espace toujours aux Gendarmes à 19h. C'est dans le deuxième Oui, métro Sentier. D'accord. Alors, il y a un autre film dont on verra les premières images lors de cette semaine. C'est le film d'Amandine Gay, dont on a parlé. Et ce film, vous dites que c'est un film sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique. Ça s'appelle donc, rappelez-nous le titre. Ouvrir la voie, et en anglais, Speak Up, Make Your Way. D'accord. C'est un film que vous avez... Donc, c'est un film de témoignage avec un certain nombre de femmes afro-européennes, on peut dire ça? Oui, exactement. Moi, j'aime bien afrodescendante. Afrodescendante. Je préfère afrodescendante parce que ce que j'explique souvent, c'est que ça permet de nous lier dans toute l'afrodescendante, du Brésil à l'Allemagne, en passant par le Maghreb et mettons le Cameroun, voilà. Et donc, du coup, mais effectivement francophone, parce que ce qui manque aussi beaucoup, sont des ressources francophones sur les questions afroféministes, alors qu'il y a eu un mouvement afroféministe dès les années 70 en France. Il y a eu la coordination des femmes noires qui a vu le jour en 76 ou 78, et qui a continué et qui a été poursuivie par le mouvement de défense des femmes noires. Et en fait, cette histoire-là, elle a quasiment disparu. C'est-à-dire qu'on entend très peu parler dans le mouvement féministe classique. On a l'impression que le black feminism, c'est uniquement quelque chose d'américain, et donc, du coup, voire d'anglais. Et donc, du coup, c'est aussi important de rappeler que les femmes noires francophones ont mené des luttes en France dès les années 70. Awatiam, en 78, a publié La parole aux négresses. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi important de s'inscrire dans cette histoire-là, et de prise de parole, et de faire avancer les combats afroféministes. Parce que excusez-moi de prendre la parole avant qu'on m'adonne, mais voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, sortir du colonialisme, on travaille sur l'articulation des différentes discriminations, parce qu'il n'y a pas qu'une discrimination liée à la race, il y a aussi la discrimination de classe, de genre, de sexe, et donc toutes ces discriminations, plutôt que de s'additionner les unes aux autres, elles se croisent, et elles se multiplient les unes par les autres. Et les discriminations faites aux femmes, ça fait partie aussi de l'histoire contre laquelle on essaye de militer. Et le féminisme post-colonial, c'est effectivement une partie d'études qui est un peu négligée ici en France et qui a un intérêt capital, parce qu'effectivement, comme le disait Amandine, on a l'impression que deux féminismes s'affrontent, une sorte de féminisme canal historique qui a une espèce qui porte des valeurs qui se veulent universelles et qui sont en fait des valeurs très européocentré, et un féminisme des quartiers, on peut dire, des afro-descendantes qui n'arrivent pas encore à trouver sa légitimité culturelle et intellectuelle ici. D'où l'intérêt de ce film, dont Amandine nous réserve l'avant-première. Donc les premières images seront vues, donc ce sera le 23 février au Petit Joueur, dans le 19e arrondissement, à 19h, métro Bozzaris, sous Place des Fêtes. Il y aura même un buffet et un DJ, je crois. Exactement. Donc on pourra faire la fête, des DJ et manger. Est-ce qu'on peut dire donc être femme et noire, il y a une espèce de double peine, c'est ça?
Musulmane triple peine, musulmane voilée quadruple peine, on peut en enchaîner un paquet. Voilà, on peut être aussi, ce qui est un peu problématique en France, c'est qu'on a tendance à essentialiser la condition des Noirs. C'est-à-dire qu'on va dire les Noirs de France. Bon, donc déjà dans les Noirs de France, on a tendance à oublier les femmes. Et puis ensuite, même si on pense aux femmes, on a une vision de ce qu'est censé être une femme noire. Et on a tendance à oublier qu'en fait, il y a toutes les classes sociales dans la communauté noire en France. Il y a aussi toutes les orientations sexuelles. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des personnes qui sont musulmanes et ou qui portent le voile. Et donc du coup, c'est aussi important. Moi, je voulais montrer ces deux choses-là. On a une homogénéité dans la communauté d'expérience vis-à-vis de la discrimination, parce qu'on est perçu comme femme noire dans une société blanche, et donc ça entraîne tout un type de discrimination, qu'elle soit sexiste ou raciste. Et en plus, on est aussi une communauté hétérogène, et ça, c'est très peu vu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'appartient pas forcément aux mêmes histoires, aux mêmes espaces géographiques. C'est pas la même chose d'être né en France, d'être arrivé pour ses études, ou d'avoir été naturalisé beaucoup plus tard. C'est pas la même chose d'appartenir à la classe moyenne, ou d'avoir grandi dans un quartier, ou même d'être une bourgeoise, parce que ça existe, on a tendance à oublier, et donc c'est aussi important de montrer qu'il y a tout type de classe sociale et qu'on ne peut pas nous lisser sous une seule thématique et dire les Noirs ou les femmes noires. Et ce film sera terminé et visible à partir de quand? À l'automne 2015. L'automne 2015, et ça va sortir sur quelle forme? Mais j'espère qu'il va sortir en salle. Là, on est en tractation, mais j'aimerais bien qu'il sorte en salle. Dans tous les cas, il sera diffusé en festival. Moi, je le mettrai aussi en ligne sur Internet assez rapidement, parce que je trouve que c'est important. Et puis aujourd'hui, on est vraiment dans un système où on peut aussi avoir directement accès à son audience. Moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, américain, qui avait fait ça avec un de ses spectacles. Il s'appelle Louis C.K. Et en fait, au même moment où le spectacle était en vente, il l'a mis sur son site internet. Et donc le film était... les gens pouvaient l'acheter pour 3 ou 5 $ sur son site, mais ils pouvaient aussi le regarder gratuitement sur YouTube. Et en fait, il a fait beaucoup d'argent comme ça, parce que finalement, quand les gens sont touchés par une œuvre, ils viennent d'eux-mêmes participer. Et donc moi, je trouve que c'est très bien. Les gens qui n'ont pas les moyens peuvent le regarder librement, et les gens qui ont les moyens peuvent contribuer au film. Du cinéma encore, le vendredi 20 février à 18h30, projection débat autour du film donc, de Sam Ben Ousmane, Le Cantiaroy, organisé cette fois par le Parti communiste, 30 rue Saint-Yves, dans le 14e. Par la section du 14e du Parti communiste. Par la section, voilà, par la section du 14e. Donc on en voit quelques images. On n'aura pas le temps de passer l'extrait, mais on voit quelques images. Ce film, c'était important pour vous de le passer? C'est important parce que, alors, comme vous pouvez le constater, notre visuel est à partir du personnage stéréotypé de Banania, donc du tirailleur sénégalais, souriant, qui a l'air absolument ravi d'avoir été entraîné dans l'armée française. En fait, les tirailleurs sénégalais ont subi un sort. Déjà, c'était de la chair à canon. C'était vraiment les troupes coloniales. Quand ils reviennent chez eux. Et en plus, quand ils reviennent chez eux et qu'ils se permettent de réclamer leur solde, ils sont tout simplement massacrés par l'armée française. Donc voilà ce qu'on fait. C'est ce qui s'est passé dans ce camp. Le camp de Tiaroy. Et c'est l'histoire que raconte Sam Ben Ousmane. Oui, Denis Anderson, vous disiez quelque chose? Oui, je voulais revenir sur la question, effectivement, de la question du féminisme, etc. On voit que dans tous les mouvements de libération nationale ou dans les mouvements d'émancipation en Afrique et en Afrique du Nord, comme en Afrique noire, le rôle de la femme est essentiel dans le moment où il y a la lutte revendicative, que ce soit l'indépendance ou que ce soit le mouvement social. Très souvent, au contraire, quand la situation se normalise, que disons que l'homme prend le pouvoir, le plus souvent, là, on éteint le rôle des femmes, alors qu'il a été déterminant dans nombre de situations, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique noire. Donc, ce rôle des femmes. Donc 2 mots sur vous, Anderson. Au point de vue de la Révolution, au point de vue de l'émancipation. Voilà, moi je rappelle aux auditeurs, ce monsieur, c'est lui qui a fait éditer en Suisse le livre d'Henri Alleg, La question d'Henri Alleg. Ça a été interdit ici, vous l'avez fait donc éditer en Suisse, aussi interdit. Vous êtes toujours dans ce combat-là, vous n'êtes pas nouveau. C'est juste pour rappeler à nos téléspectateurs qui vous êtes, pour vous dire pourquoi on a le plaisir de vous recevoir ici. Vous êtes toujours dans ce combat-là. Moi, je voudrais terminer par une question. Alors, d'abord, dites 2 mots sur l'affiche. Oui, déjà, je trouve qu'elle est extrêmement belle. Enfin, elles sont toujours très belles, mais cette année, elle est vraiment magnifique. Et nous devons ce magnifique cadeau au dessinateur Wozniak, qui est le dessinateur du Canard enchaîné, qui a été intéressé, voire touché par le projet de la semaine anticoloniale et qui a eu extrême gentillesse et élégance de nous offrir ce dessin qui explique exactement qui on est, c'est-à-dire vraiment les gens qu'on oblige à porter un masque, c'est genre peau noire, masque noir, en gros, ça veut dire voilà à quoi doit ressembler le noir français, souriant, gentil et puis et dans la France quoi. Alors prêt à se sacrifier pour la patrie, parce que absolument, le fameux impôt du sang. Exactement. Alors rapidement, il nous reste 1 minute 30 pour finir. La question des réparations, que faut-il en faire?
La question des réparations, c'est effectivement une question qui est importante. Réparation, ça ne veut pas forcément dire... donner de l'argent. Voilà. Alors, il y a évidemment cette dimension qui peut entrer en ligne de compte, mais ça veut surtout dire se pencher sur cette histoire, donner les moyens justement de travailler sur la question, créer des fondations, faire en sorte que cette histoire, elle émerge. Et surtout, puisque je vois ce qu'il peut y avoir en arrière-plan de votre question, il y a eu des réparations liées à la Shoah. Et la concurrence victimaire est quelque chose d'extrêmement dangereux et très, très mauvais. Et en fait, ce sur quoi il faut avancer, c'est ne pas chercher à dire c'est à cause de, c'est demander effectivement une égalité de traitement et dire que s'il n'y a pas eu cette égalité de traitement, c'est la faute et en incombe directement aux États et aux responsabilités étatiques et non pas aux peuples qui ont tout intérêt à se donner la main. Et séparer les communautés, diviser pour mieux régner, c'est un outil du pouvoir colonial. Donc ça pourrait faire avancer les choses rapidement. On espère. 30 secondes. Oui, bien sûr. Et puis moi, je pense qu'il faut quand même toujours rappeler la dimension historique. Les colons et les esclavagistes ont été indemnisés à la fin de l'esclavage. Oui. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut rappeler l'histoire toujours. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Là, récemment, en Martinique et en Guadeloupe, des descendants de colons ont essayé de faire installer des stèles en mémoire des premiers colons à la Martinique, donc en mémoire des esclavagistes. Moi, je pense que s'il y avait une discussion autour des réparations, personne n'essaierait de faire installer des stèles à la gloire des esclavagistes. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est amener un discours là-dessus. Et par exemple, à Liverpool, qui était aussi un très grand port négrier, ils ont mis en place un système de réparation qui est un système d'investissement dans les quartiers avec une forte population afrodescendante, en partant du principe que les discriminations et puis l'écart de richesse qu'il y a aujourd'hui entre les Noirs et les Blancs dans le Royaume-Uni étaient aussi directement, justement, faisaient partie du continuum colonial, ou là en l'occurrence esclavagiste, et qu'il fallait donc offrir en contrepartie un investissement dans les quartiers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. La mesure correctrice, comme exactement, toujours les mesures correctrices, voilà. Et pas juste parler de donner de l'argent. En fait, comment on fait pour rétablir un déséquilibre qui est né de l'esclavagisme? Et c'est comme ça qu'on peut le mettre en place. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Je rappelle, il y a un site internet, donc c'est anticolonial.net. Et puis le 23 février, donc au petit jour, dans le 19e arrondissement pour vous. On peut vous retrouver, Gisèle Fanendler, sur Radio Libertaire, les 1er, 3e et 5e. Oui, vendredi de chaque mois à 16h. Voilà, à 16h. Et Nils Anderson, vous avec Nils Anderson. Voilà, vous faites l'émission ensemble. Merci d'être venu jusqu'ici. Tout ce qu'il faut, donc, sur le site anticolonial.net. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.